Avant de commencer, je vous donne juste un peu le cadre. C'est qu'on va échanger autour de plusieurs questions sur la notion d'archipel, archipéliser les îlots de résistance, entre autres. Et cela va durer environ 1 heure, et après il y aura une demi-heure de questions, d'échanges. On va essayer de tenir là-dedans et on va voir vers quoi on va déambuler ensemble. Donc, Corinne Morel-Darleux, c'est parti. En fait, tu as tellement d'étiquettes que, effectivement, te présenter auteur, autrice, essayiste, chroniqueuse, militante de terrain, élue, etc., j'ai essayé de tout voir. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais savoir comment toi, tu as envie de te décrire, de te nommer actuellement. C'est toujours un peu difficile de se faire rentrer dans une case, voire même dans plusieurs cases. Il se trouve que moi j'ai eu un parcours avec différentes activités à différents moments de ma vie. J'ai effectivement été élue, comme tu l'as évoqué. J'ai fait 2 mandats en tant que conseillère régionale à la région Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône-Alpes. C'était un temps pour moi de gros engagements dans la politique institutionnelle, la politique des partis. J'étais aussi à la direction nationale du parti de gauche, en charge des questions d'écologie puis d'écosocialisme pendant 10 ans. Donc ça a été évidemment une partie importante de mon parcours politique. Aujourd'hui, j'ai plus du tout d'engagement partidaire ni de mandat électif. Et aujourd'hui, je me consacre pour une grande partie à l'écriture, donc à la fois des essais, des romans, de la littérature jeunesse, et un militantisme plus anarchiste, plus autogéré, plus libertaire, beaucoup dans les milieux aussi féministes, paysans. Donc pour moi, je continue en fait, plein de personnes, parfois je croise des anciens camarades qui me disent que c'est vraiment dommage que j'ai arrêté la politique, et je leur dis en général, mais moi j'ai l'impression que j'en fais plus que jamais en fait depuis que j'ai arrêté de me consacrer aux campagnes électorales. Donc voilà, et après, avant ça, j'ai encore fait plein d'autres choses différentes, mais qui sont peut-être moins pertinentes. On aura peut-être l'occasion de revenir au cas par cas. Et je rebondis justement là-dessus. Par rapport à cette dimension très multiple que tu as, je t'ai entendu parler de trépied de la transformation sociale, et je trouve que c'est intéressant de commencer par ça pour avoir en fait cette dimension multiple de ces niveaux justement d'action. Et j'avais entendu parler de préfiguration, de résistance et de culture, et je trouve que j'aimerais bien t'entendre parler de ça. Alors c'est effectivement un outil qui est beaucoup utilisé dans les milieux de l'éducation populaire, et que moi j'ai vraiment connu et que j'utilise depuis que je suis sociétaire d'une coopérative qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui fait de l'autoconstruction d'engins paysans, qui organise des formations au travail du métal, à la soudure, qui recense aussi des bricoles paysannes et qui en fait des plans qui sont en téléchargement libre sur Internet. Donc je suis sociétaire de l'Atelier Paysan qui est aussi porteur d'un projet politique qui a été exprimé, formulé notamment dans un ouvrage qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, qui est sorti au Seuil il y a quelques temps. Et donc à l'Atelier Paysan, on utilise beaucoup cette image du trépied de la transformation sociale. Alors moi, je me le suis mis un peu à ma sauce, mais en gros, c'est de dire que quand on veut vraiment transformer en profondeur une société, en réalité, on a besoin d'agir de manière simultanée sur 3 leviers, ou d'avancer sur 3 pieds. Bon, vous voyez bien l'image du trépied, s'il y a un pied en moins, évidemment, le tabouret bascule. Et ces 3 leviers, donc, c'est effectivement, alors pas forcément, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie entre les 3, c'est la bataille culturelle. Et en fait, souvent, j'utilise cette figure du trépied parce que je suis souvent interrogée sur la question de la bataille culturelle, sur la question de
la puissance de la fiction, de l'écrit, de la littérature, de toute cette vague des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits. Et donc, ce pied de la bataille culturelle, c'est évidemment quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet justement de décoloniser un peu nos imaginaires, de faire en sorte que quand on parle d'anticipation, de futur, qu'on ait autre chose en tête que des taxis volants, des drones armés et des dystopies à base de lutte des uns contre les autres pour avoir accès aux dernières ressources encore disponibles. Donc décoloniser les imaginaires, c'est aussi tout ce qui relève, vous avez peut-être entendu parler de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire tout ce qui relève de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on arrive à rendre acceptable ou inacceptable en fait, on va dire dans l'opinion publique. La droite et l'extrême droite sont très forts là-dessus, sur le fait de lancer en fait des propositions hyper choquantes qui sont rejetées, mais qui ont fait progresser un peu le fait de rendre acceptable la double peine, la question identitaire, etc. Et donc, évidemment, il y a là une bataille culturelle à mener aussi dans notre camp pour faire passer aussi des éléments de langage. C'est de cette manière que, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de méga-bassines, quasiment tout le monde a une image en tête. C'est un terme qui a été vraiment poussé dans la bataille culturelle par les luttes contre les méga-bassines, qui est un terme qui n'existait pas il y a 10 ans. Donc voilà, ça c'est la bataille culturelle et c'est évidemment hyper important. Mais ce qui est aussi important, surtout en ce moment où on parle justement beaucoup d'imaginaire, de nouveaux récits, etc., c'est de rappeler que ça tout seul, en fait, ça provoque pas de transformation de la société. Ça transforme éventuellement ce que les personnes ont dans la tête, mais laisser imaginer que produire des nouveaux récits suffirait à faire basculer la société, en réalité, ça revient à une vision finalement assez libérale des choses, de se dire il faut que chaque individu change son imaginaire pour que la société se transforme. Et ça, c'est mettre de côté une réalité politique qui est que nous sommes dans une société qui est traversée par des rapports de force, par des rapports de domination, par des biais qui sont systémiques, qui sont structurels, et contre lesquels il convient aussi de lutter dans les faits et pas seulement dans les imaginaires. Et donc ça m'amène aux deux autres leviers, celui de la résistance, c'est-à-dire concrètement de s'interposer, y compris physiquement, contre des projets écocidaires ou contre des projets qui sont très pénalisants socialement parlant et notamment pour les plus démunis, les plus précaires. Donc résister, s'opposer et essayer de stopper ou à minima de freiner tout ce qui en réalité est en train de déliter la société, tout ce qui est en train de générer des injustices de plus en plus criantes et tout ce qui est en train de détruire les conditions même d'habitabilité de la planète. Et donc le troisième pied, c'est celui... alors, on a beaucoup parlé pendant longtemps d'alternatives. Moi, je préfère parler de préfiguratif. Le troisième trépied, c'est tout ce qui permet de préfigurer de la société dont nous voulons. C'est-à-dire sans attendre, avec ce qui est déjà là, ici et maintenant, s'organiser pour vivre différemment, pour échanger différemment, pour prendre soin différemment, pour s'extraire du système marchand, pour prendre des décisions de manière différente. Donc tout ce qui préfigure de la société qu'on voudrait voir advenir et de montrer que c'est possible. Parce que ça aussi, c'est un déplacement important à faire, notamment parce que on a toutes et tous été construits avec l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative possible. C'est le fameux TINA, There is no alternative, des années Thatcher et Reagan, avec lesquels on vit encore aujourd'hui. On se rend bien compte que c'est assez difficile, en fait, d'imaginer une société post-capitaliste, une société post-croissance, et de ne pas tomber dans les clichés ou les caricatures quand on le fait. Donc voilà, il y a vraiment ces trois pieds.
Donc bataille culturelle, résistance, et puis tout ce qui est de l'ordre de préfigurer de la société qu'on veut voir advenir. Et en fait, quand on prend des exemples, on se rend compte vraiment à quel point les trois ont besoin de fonctionner ensemble. Si je prends juste un exemple, qui est celui de la question de l'agriculture, par exemple, le fait qu'il y ait eu des alternatives, des préfigurations depuis les années 70, de retour à la terre, de communautés paysannes, il y en a eu beaucoup depuis les années 70. On voit bien que ça n'a pas suffi à faire reculer le complexe agro-industriel. De la même manière que si on travaille que sur les imaginaires, en fait, on va avoir peut-être de plus en plus de personnes qui vont avoir envie d'agroécologie, d'une paysannerie qui vit décemment de son travail, etc. Mais ça crée que de l'envie. Et si on n'a pas la possibilité de la mettre en place, ça crée surtout de la frustration, en fait. Et pareil pour le levier de la résistance. En fait, si on fait tout ça, mais qu'on continue à laisser les terres agricoles se faire bétonner et artificialiser, en fait, à un moment, on aura fait tout ce qu'il fallait, mais il y aura juste plus de terres à cultiver, quoi. Je force un peu le trait, mais c'est pour rendre l'exemple plus parlant. Merci beaucoup. Justement, pour pousser un petit peu cette idée-là, c'est vrai qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre, et j'ai l'impression qu'il y a un peu une schizophrénie entre, enfin tu en parles d'ailleurs dans tes livres, entre la nécessité de se restreindre et la jubilation, enfin tu as ça de consommer, et est-ce qu'il faut encore convaincre? Est-ce qu'il faut justement se rapprocher d'îlots, enfin créer ces îlots de résistance? Voilà, quel est ton point de vue là-dessus? Et j'irais même jusqu'à dire, est-ce qu'à un moment, il faut vraiment peut-être aller jusqu'à la catastrophe réelle, la ressentir peut-être plus proche de nous, pour qu'il y ait vraiment une bascule qui s'opère? Sur ce dernier point, moi je ne crois pas du tout au fait que la catastrophe puisse générer une bascule. D'abord parce qu'en réalité, la catastrophe, on est déjà dedans. Et en fait, on voit bien à quel point on s'habitue petit à petit à la catastrophe. Enfin, je veux dire, on a quand même toutes et tous vécu l'été 2022, qui a été un été caniculaire, avec des incendies partout en France, y compris dans des départements et des régions qui en étaient jusqu'ici préservés. Je pense à la Bretagne et à d'autres. Ça, par exemple, c'était déjà un état de catastrophe qui n'a rien provoqué. On a vécu la période Covid qui a été une catastrophe sur plein de plans différents, et finalement les choses ont repris comme avant. Là, on a eu en région Rhône-Alpes, et maintenant ça commence dans quelques autres départements cet été, des premiers cas de chikungunya en France métropolitaine. Et pareil, ça n'émeut personne en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la dégradation, on parle souvent de la catastrophe à venir, en fait on y est déjà. La catastrophe, elle est déjà en cours, d'une part, et puis d'autre part, des catastrophes et des effondrements, réversibles, je vais dire. Il y a plein d'autres pays qui en ont connu, il y a plein d'autres époques de l'histoire qui en ont connu, et on voit bien à quel point c'est pas en fait quand les personnes sont le plus dans la difficulté, dans la gestion de la pénurie ou dans des conflits armés, que tout d'un coup s'organisent des réseaux d'entraide, de résistance, d'autogestion, etc. Et c'est la raison pour laquelle moi je trouve qu'il est vraiment crucial en fait que ces réseaux ils s'organisent le plus vite possible sans attendre d'être dans le dur du dur. Parce que il y a différents courants de pensée sur ces questions-là. Moi, je ne crois pas que ce soit quand on est dans le dur que spontanément les réseaux se créent. Ça se fait quand il y a eu en amont un premier travail de maillage, d'architecturisation justement, qui s'est opéré. Donc voilà pour cette partie de la question. Par ailleurs, les mouvements accélérationnistes, etc., c'est-à-dire les mouvements qui prônent en fait une espèce d'accélération de l'effondrement en se disant de toute manière tout va s'effondrer, donc autant y aller le plus vite possible, et puis comme ça on pourra reconstruire sur les ruines du capitalisme, pour faire court. C'est quand même, pour moi en tout cas, une vision qui manque singulièrement de notion de classe sociale en fait.
Parce qu'on sait très bien que tout ça se fait toujours au détriment des plus précaires, des plus fragiles, et que si on accélère ça sans avoir de filet de sécurité, sans qu'il y ait justement des réseaux d'entraide, d'autogestion, etc., qui soient suffisamment solides pour amortir les chocs et pour organiser la solidarité, en fait, on va vers encore plus de souffrance sociale, quoi. Donc voilà, moi je suis plutôt critique par rapport à cette approche-là. Après, sur ce qu'il convient de faire, c'est quand même une question éternelle, et je pense qu'on n'en aura jamais fait le tour, d'autant que les choses évoluent au fur et à mesure que le monde autour de nous évolue. Moi, j'ai pas du tout envie de... En fait, quand je militais de manière plus traditionnelle, j'ai passé 10 ans en fait à essayer de dire aux gens ce qu'il fallait faire, et j'ai bien vu que ça marchait pas. Et j'ai plus du tout envie en fait d'être dans quelque chose de très prescriptif ou de normatif, ou d'être dans l'injonction de c'est ça qu'il faut faire. Et je le suis d'autant moins que j'ai vraiment l'impression qu'au fur et à mesure là que les choses évoluent et qu'elles évoluent pas vers du mieux, je l'ai dit et écrit à plusieurs reprises, j'ai de plus en plus l'impression qu'en réalité il n'y a plus rien de dérisoire, il n'y a plus rien d'infime, tout commence à prendre de l'importance. Ça vaut dans tous les sujets, que ce soit sur la question du climat, où pendant longtemps on a dit qu'il ne fallait pas qu'on dépasse les plus 1,5 degrés de réchauffement climatique. On y est, en réalité ça fait longtemps qu'on sait qu'on va y aller parce qu'il y a une forme d'inertie sur les émissions de gaz à effet de serre qui fait que de toute manière on savait qu'on allait les dépasser. Aujourd'hui on voit à quel point chaque dixième de degré compte et que ça continuera à être le cas au fur et à mesure. Donc il faut mieux pas trop se fixer des objectifs très précis parce qu'en réalité chaque dixième de degré compte et chaque dixième de degré supplémentaire a des conséquences plus désastreuses que le dixième de degré d'avant, c'est-à-dire que c'est pas linéaire en fait comme courbe, c'est vraiment une courbe exponentielle. De la même manière que chaque hectare compte, de la même manière que de plus en plus, j'ai envie de dire que chaque sourire compte aussi. Et donc, voilà, moi je viens plutôt d'un milieu qui avait tendance à hiérarchiser les luttes et à considérer qu'il y avait des luttes plus sérieuses que d'autres. J'en suis pas mal revenue. Je crois qu'aujourd'hui, en plus, dans toutes les personnes qui se préoccupent de la marche du monde, il y a des personnes qui sont dans des conditions matérielles d'existence très différentes, dans des parcours politiques et dans des cultures politiques très différentes. Et que pour moi, ce qui importe, c'est que chacune et chacun agisse depuis là où il et elle est, là où on se sent utile, là où on se sent bien, là où on se sent OK avec la prise de risque aussi, parce que ça devient quand même de plus en plus compliqué de militer sans s'exposer à des risques de répression policière et judiciaire, et tout le monde ne peut pas se le permettre non plus. Donc voilà, mais que tous ces petits îlots de résistance, justement, puissent se fédérer. Quand je parle d'archipélisation des îlots de résistance, c'est vraiment cette idée d'archipel, c'est des îles reliées entre elles, quoi. Et donc, toute la question, pour moi, stratégique du moment, c'est vraiment cette question de comment est-ce qu'on fait pour que tous ces petits îlots qui existent, beaucoup d'ailleurs dans les zones rurales, où il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de lutte contre des projets de carrière, d'autoroutes, d'entrepôts, etc. Comment est-ce que tous ces îlots de résistance peuvent se fédérer et élaborer des stratégies communes? Merci. Je rebondirai là-dessus. À chaque fois, j'ai envie de partir dans plein de directions. Mais pour justement continuer sur cette idée aussi, j'aime beaucoup ta manière de réfléchir ce sujet-là, parce qu'effectivement, en fait, grâce aussi à tes récits, tu amènes les gens à s'intéresser, et je reprends juste cette phrase où tu dis on prend soin que de ce qu'on a appris à aimer. Et je trouve que voilà, il y a encore cette question de
comment on intéresse, comment effectivement on amène, on n'impose pas, mais dans des récits, il y a de ça, de réussir à, notamment dans ton dernier aussi, du fond des océans, les montagnes sont plus grandes. Moi, j'y connaissais rien, la zone mésophotique, comme tout le monde, voilà, zone entre 30 et 200 mètres, voilà. Dans tes écrits, il y a de ça, de réussir à comment dire, intéresser, de montrer à voir ces merveilles pour justement qu'il y ait peut-être de la sensibilisation, ce que tu appelles aussi le fait de le percuter, parce que je me suis dit, voilà, quand on est en ville, quand on grandit en ville, il y a de plus en plus de gens, je crois d'ailleurs il y a même une bascule, maintenant il y a plus de gens qui habitent en ville qu'à la campagne, et comment on arrive à atteindre ça? Alors est-ce que effectivement ça peut être par les textes et la fiction, ça peut être un levier aussi? Alors, effectivement, je crois qu'on défend bien que ce qu'on a appris à aimer, et il y a cette question de comment est-ce qu'on crée du lien, de l'attachement à des lieux, des personnes, des milieux de vie auxquels on n'a pas accès. Là, en l'occurrence, la question de l'écriture, du livre, de la littérature, que ce soit du récit ou de la fiction, elle me paraît utile à ce titre-là parce que en fait, quand on ouvre un livre par les mots, on va vivre une expérience qu'on ne peut pas vivre dans la vraie vie. C'est le cas notamment des romans où tout d'un coup on se retrouve avec des personnages qui sont des personnages fictifs, mais qui vont pendant 200, 300, 400 pages, on va voir le monde à travers le regard d'autres que soi. Et éventuellement, on va expérimenter la vie à une autre époque, dans un autre pays, etc. Donc tout ça crée de l'expérience qui, de manière un peu contre-intuitive, malgré le fait que ce soit des mots imprimés sur du papier, relève presque de l'expérience sensorielle, puisque on éprouve des émotions quand on lit, on peut passer par la joie, par les larmes, on vit avec les personnages, en tout cas quand les romans sont réussis. Et du coup, la littérature, elle permet d'offrir ce que les anthropologues appellent des moments perspectivistes. C'est-à-dire des moments où on va changer de perspective, on va regarder le monde en faisant un pas de côté par un autre angle, par une autre perspective. Et ça crée effectivement des affects, ou en tout cas ça vient faire des petits bougers intérieurs dans notre rapport au monde. Et je crois que c'est très utile dans certains cas de pouvoir utiliser la littérature pour effectivement créer des attachements qu'on n'a pas l'occasion de contracter dans la vie de tous les jours, soit parce qu'on est citadin et qu'on n'a pas accès en fait à des milieux naturels, soit parce que c'est des milieux qui sont lointains et qu'on n'y a pas accès tout simplement. Dans le dernier que tu mentionnais, du fond des océans, les montagnes sont plus grandes. Je parle effectivement donc de la zone mésophotique, qui est la zone qui est située entre 30 et 200 mètres de profondeur sous la surface de la mer. Et cette zone mésophotique, elle abrite des forêts animales marines, qui sont des agrégats, des populations en fait de coraux, qui vont jouer un rôle écologique de forêt, comme les forêts qu'on connaît à la surface, en modifiant le climat, en modifiant les courants et en créant des refuges qui vont servir de pouponnières aux poissons, aux mollusques, aux crustacés, qui vont servir de zone refuge à plein d'espèces. Et donc il y a des chercheurs au CNRS qui étudient ces forêts animales marines, qui étudient cette zone mésophotique. Et là, l'idée, c'est vraiment de rendre visible cette zone invisible qui, pendant très longtemps, n'a pas été explorée parce qu'on parle de profondeurs très importantes où c'est difficile et très technique de faire des plongées, de ramener de la documentation, des photos, des vidéos. Et donc là, il y avait vraiment cette idée avec une expédition scientifique menée par une organisation qui s'appelle Under the Pole, de créer de l'attachement à travers les mots pour un milieu de vie qui n'est pas accessible en fait.
Et merci beaucoup, parce que j'ai repris de me foncer là-dedans. J'ai envie de revenir sur cette question de modèle, cette question justement dans cette idée des îlots de résistance que tu as pu percevoir, relier, etc. Je sais que tu as accompagné le lancement de l'école du vivant, tu fais partie aussi de l'atelier paysan, tu en as parlé. Donc il y a ces modèles-là. Voilà, j'aimerais que tu me parles déjà peut-être du fonctionnement de l'école du vivant, déjà, ou pas trop. En fait, de savoir aussi si tu préfères. Ouais, je préfère. En fait, le truc, c'est que ce truc école du vivant, je pense que ça va être genre sur ma page Wikipédia ou un truc dans le genre, parce que ça revient très régulièrement. Mais en fait, moi, j'y suis pas. Enfin, j'avais accompagné la création, mais plus en soutien. D'accord. Mais du coup, je me sens pas du tout légitime à en parler. Même s'il s'y passe plein de choses très intéressantes, mais je suis pas vraiment partie prenante. Donc l'atelier paysan, j'en ai un peu parlé. Je suis aussi au conseil d'administration de la Fondation Daniel Mitterrand. Et ça, je veux bien en dire un mot parce que j'y suis rentrée sur une base spécifique qui est que en 2018, je me suis rendue pour la première fois au nord-est de la Syrie, dans un territoire qui s'appelle le Rojava, qui est un territoire à majorité kurde en Syrie, qui est situé au nord, vraiment à la frontière avec la Turquie, et qui est une zone qui s'est déclarée de facto autonome du régime de Bachar el-Assad à l'époque, et qui a engagé un processus de révolution et en partie ces populations du Rojava qui ont combattu Daesh, qui ensuite se sont retrouvés à devoir se défendre aussi contre les attaques de l'armée turque. Donc on parle d'un territoire où les conflits armés sont incessants, et d'un territoire qui a été pendant très longtemps soumis à blocus et qui est un territoire pauvre en fait. Et où donc les pénuries sont une constante, que ce soit sur la question de l'essence, que ce soit sur les semences, que ce soit sur l'eau, avec en plus une guerre de l'eau qui s'est déclarée avec des barrages en amont au niveau de la Turquie qui ont rendu l'accès à l'eau très difficile dans plein de zones de la Syrie, de pénurie de céréales, enfin voilà, de pénurie de tout, quoi. Avec des coupures d'électricité extrêmement fréquentes. C'est plutôt l'électricité qui est une surprise quoi, quand il y en a, voilà. Et donc, et en fait, c'était évidemment, c'était en 2018. Moi, j'étais beaucoup voilà, très interpellée par ces questions d'effondrement et d'effondrement général, quoi, c'est-à-dire d'effondrement irréversible, notamment, voilà, il y a sur les limites planétaires, mais de manière plus générale. Et du coup, c'était évidemment hyper intéressant de voir un territoire essayer de s'organiser sans État, sans eau et sans électricité, ce qui, quand on y pense, n'est pas si déconnecté en fait d'un réel possible pour nous aussi. J'ai parlé tout à l'heure des canicules et des sécheresses. Je pense que, enfin voilà, aujourd'hui, la question de l'accès à l'eau et de l'usage de l'eau, il devient prégnant, y compris voilà, chez nous ici. La question de l'électricité, c'est pas encore le cas, mais ça commence à arriver. Parce que là aussi, dans le genre des micro-catastrophes dont on se relève sans en tirer les enseignements, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était l'année dernière, il y a quand même eu une énorme panne généralisée suite à une mise à jour de Microsoft qui a quand même mis à l'arrêt les banques, les aéroports, etc. Pendant quelques jours ou en tout cas quelques heures. Là encore récemment, au mois d'avril, c'était l'Espagne et le Portugal qui étaient en blackout. Tous les ans, en été, la Grèce est à deux doigts de la panne générale parce que avec justement l'élévation des températures, tout le monde met la clim en même temps. Et en fait, voilà, on a une vulnérabilité de plus en plus importante vis-à-vis de l'électricité qui, paradoxalement, a de plus en plus de place dans nos vies, notamment par le biais du numérique et de l'escalade technologique. Donc, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, voilà, sans eau, sans électricité, c'est pas complètement délirant de commencer à y penser.
et sans État, alors c'est généralement plus là-dessus qu'il y a débat. Moi, c'est même pas, en fait, je le dis, c'est même pas un précepte anarchiste, en fait, que de dire ça. C'est de dire, en fait, aujourd'hui, on est en lutte permanente pour préserver les services publics, on est en lutte permanente pour préserver des maternités, des hôpitaux, des gares, un système éducatif, etc. Et force est de constater que depuis des années et des années, ça continue à se déliter et que, qu'on le veuille ou non, l'État, en tant que garant des solidarités nationales, il est quand même de plus en plus défaillant, quoi. On l'a vu pendant la période de la pandémie, à beaucoup d'endroits, c'est de l'auto-organisation, des cantines solidaires, etc., qui ont pris le relais des pouvoirs publics. Donc en fait, qu'on souhaite ou non la disparition de l'État, on est en train, toutes et tous, de vivre la disparition de l'État comme garant des solidarités nationales. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? En fait, moi, mon propos, c'est vraiment de repartir du réel, qui fasse plaisir ou non, pour essayer de se préparer au mieux à la suite. Merci beaucoup. Effectivement, l'État est là, mais l'État aussi semble de plus en plus répressif aussi, ne serait-ce que, il y a eu aussi le 10 septembre, on n'en a pas trop reparlé, mais effectivement, j'ai vu que pour le jour même, il y a eu 80 000 policiers qui ont été mis en place, et c'est un message fort aussi, et puis même pas que pour ça, pour tous les mouvements qui sont en train de se mettre en place, il y a une énorme répression à ce titre-là. Et dans ce cadre-là, justement, ce que j'ai appris avec mes séjours au nord-est de la Syrie et avec les discussions et les lectures qui ont accompagné cette découverte, c'est qu'il y a une voie médiane, en fait, qui, moi, me paraît vraiment intéressante aujourd'hui, quand, justement, la résistance frontale devient très compliquée. Et c'est le cas aujourd'hui, effectivement, avec cet arsenal répressif. C'est la question, non pas du contre-pouvoir, mais la question du double pouvoir. C'est-à-dire le fait de créer des institutions, entre guillemets, qui soient autogérées, qui soient notre image, qui du coup ne soient pas des institutions, mais en tout cas des organisations qui permettent de petit à petit vider l'État, en fait, du pouvoir exorbitant qui est le sien aujourd'hui. Parce que naturellement, il y a des choses sur lesquelles ça semble compliqué de s'auto-organiser localement. Il y a des choses qui sont pensées à l'échelle du territoire national et qui sont très difficiles à reprendre en main. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui aujourd'hui ont été déléguées à l'institution, alors qu'en réalité, elles peuvent très bien s'organiser collectivement. Il y a plein d'exemples, Geneviève en mentionnait ce matin en parlant du syndicat de la montagne Limousine, où par exemple, et notamment sur les questions pour moi c'est un des exemples les plus éclairants de ces derniers temps, sur les questions de santé mentale par exemple, il y a un réseau qui s'est mis en place qui s'appelle Tipsy dans le Limousin, qui est un réseau qui n'est pas un réseau qui prend en charge la santé mentale, mais qui est un réseau qui identifie des personnes qui sont en difficulté, qui sont un peu trop rapidement justement mis dans des difficultés de psy, quoi, et qui vont faire un premier travail d'entretien, etc. Et en fait, ils et elles se rendent compte que bien souvent, les difficultés psy, en réalité, sont des difficultés matérielles, sont des difficultés économiques, sont des difficultés d'isolement, etc. Et ça, on peut le prendre en charge. Et après, il y a des psys alliés qui peuvent prendre en charge la partie plus santé mentale, quoi. Mais donc voilà, il y a une chambre d'agriculture alternative au Pays Basque, j'ai parlé tout à l'heure des cantines solidaires, il y a des réseaux de ravitaillement des luttes, il y a de plus en plus de choses qui s'organisent. Voilà, je veux dire, ici, c'est quand même un bon exemple de capacité, en fait, à gérer des choses de manière autonome, autogérée, avec une organisation, des organisations qui sont de plus en plus au point. Et donc ça, c'est une autre manière de reprendre la main,
cette idée de double pouvoir. Et c'est comme des vases communicants, quoi. C'est qu'on crée notre vase à nous, et puis petit à petit, voilà, il y a des choses qui passent, qui sortent des mains de l'institution pour passer dans les mains de l'auto-organisation. Et ça me paraît aujourd'hui vraiment une piste hyper intéressante et très féconde. Oui, merci beaucoup, parce que effectivement tu parlais d'un plafond de verre aussi de la démocratie, et que, enfin, bon, tu as dit que tu ne reviendrais plus à la politique telle que tu l'as connue, en tout cas en tant qu'élu, mais cette idée de vase communicant, elle est intéressante parce que, est-ce que, par exemple, tu crois encore à la politique des urnes, sachant, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire à une certaine échelle, et à un moment on se retrouve peut-être un peu bloqué, et comment on arrive à peut-être cette idée effectivement de double. Alors oui, c'est des notions que j'ai développées dans Alors nous irons trouver la beauté ailleurs. D'abord, de revenir justement sur la rupture avec la politique institutionnelle. Pour le premier, plutôt couler en beauté, flotter sans grâce, je crois que c'était un peu trop chaud, un peu trop récent. C'était difficile pour moi d'avoir du recul dessus. Donc il a fallu attendre le deuxième pour que j'arrive à mettre vraiment des mots qui soient dépassionnés sur cette question-là, et surtout d'essayer d'en tirer des choses partageables, qui ne soient pas juste ma propre expérience. Et sur la question des urnes, voilà, moi j'ai vraiment fait partie des personnes qui y ont cru, et qui, moi j'ai vraiment dédié une partie importante de ma vie et de mes belles années à essayer de participer à cette victoire par les urnes, à cette stratégie de conquête du pouvoir. On disait par les rues et par les urnes, mais de fait, assez rapidement, on se rend compte que la question des urnes, elle prend quand même beaucoup de place. Notamment, moi j'ai vécu l'arrivée des réseaux sociaux dans la politique, et j'ai vraiment constaté que ça accentuait une dérive qui était déjà entamée, où la communication politique petit à petit remplaçait l'action politique. C'est-à-dire que la communication politique, cette espèce d'injonction où il faut être présent sur les réseaux sociaux, réagir à l'actualité, commenter la dernière phrase de je sais pas qui, être visible, faire connaître son nom, parce que quand vous avez un bulletin que vous vous présentez à une élection, c'est votre nom qui est sur le bulletin. Enfin, voilà, tout cet impératif en fait de visibilité médiatique, etc. En réalité, quelle que soit la bonne volonté et la sincérité de départ, ça prend un temps fou. Et le temps qui est mis là-dessus, il n'est pas mis à des actions à impact immédiat, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est que ce pari-là de l'élection, aujourd'hui, personnellement, il me paraît ultra risqué, en fait. Parce que dédier toute son énergie et tout son temps militant à la question électorale, c'est quand même faire un pari, d'abord de participer à un jeu dont on n'a pas nous-mêmes écrit les règles, et avec des règles dont on sait très bien aujourd'hui à quel point elles sont faussées, notamment par le rôle de plus en plus important des grands médias possédés par des marchands d'armes et des milliardaires. Il y a plein de choses. Comment ? On a les noms. Ouais, il y a plein de choses qui viennent fausser le jeu électoral aujourd'hui. Je ne vais pas décrire tous les biais aussi de la Ve République, des modes de scrutin, etc. Et du coup, aujourd'hui, vu l'urgence en fait à agir, ça me paraît un pari très risqué de mettre toutes nos billes dans ce panier-là, quoi. Après, très honnêtement, moi je suis pas non plus... je fais partie des personnes qui vont encore voter. Parce que par contre, en tant que citoyenne, je trouve que le temps que ça me prend pour aller mettre mon bulletin dans l'urne par rapport aux résultats espérés est quand même... c'est plutôt un bon ratio, quoi, on va dire. Mais voilà, moi j'alerte sur aujourd'hui en fait une question de priorité, quoi. C'est-à-dire où est-ce qu'on met notre temps et notre énergie militante, qui n'est pas non plus infinie. Et en tout cas, à titre personnel, j'ai fait le choix de les mettre
voilà, à des endroits où j'ai le sentiment, moi, d'avoir une utilité et un impact plus direct. Et moins basé sur un résultat futur hypothétique. C'est clair. Ouais. Dans tes livres, tu parles, ça parcourt un peu tout, mais il y a des notions super intéressantes, et puis certaines personnes ont des questions peut-être plus précises sur certaines de ces notions. C'est surtout celles qui sont plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, et il y a cette idée de refus de parvenir, cette idée de la dignité du présent, cette idée de cesser de nuire, et toute cette éthique de l'effondrement. Et je trouve que en fait, c'est important de pouvoir poser des mots là-dessus. Et puis il y a cette notion aussi, je trouve que j'aimerais bien te voir aussi poursuivre là-dessus, mais elle est en filigrane dans tout. Et tu as écrit un livre dessus, cesser d'ajouter du poids au monde. Et je rebondis par rapport à cette notion-là, parce que comme tu dis, chaque parcelle, chaque morceau, chaque petit pas qu'on peut faire, et c'est salvateur et t'apprendre en fait. Cesser d'ajouter du poids au monde, sachant qu'on est dans un monde qui est, comme tu le disais, avec l'électricité de plus en plus numérique, numérisé. Et paradoxalement, en fait, on a l'impression que ça prend pas de place parce qu'on peut aller surfer avec du monde dans un petit carré qui tient dans notre poche, mais en fait, ça prend énormément de place dans l'espace, ça prend énormément d'énergie. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans nos vies, un peu insidieusement. C'est pas si grave, au pire, ça va faire marrer les copains. Et dans tes écrits, tu abordes cette notion de. Et à un moment, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que c'est pas le numérique, c'est pas sans fin en fait. Il y a une limite, et peut-être qu'on va la connaître et la vivre en fait. Et tu parles presque de dépendance au numérique. En fait, je pense qu'on peut parler de dépendance au numérique à différentes échelles. Et je n'ai pas entendu ça souvent, en tout cas, donc j'aimerais bien t'entendre un peu plus là-dessus, de dire en fait à un moment ça va s'arrêter, et qu'est-ce qui va se passer quand ça va s'arrêter, quoi. Alors effectivement, moi je fréquente très volontiers les milieux dits technocritiques, c'est-à-dire des milieux, des réseaux, des associations qui s'inquiètent de l'escalade technologique et de la place que le numérique prend dans nos vies. Le fait que, à la fois, on sait toutes et tous aujourd'hui, je crois, les effets en fait des écrans sur nos capacités de concentration, sur nos capacités cognitives, la dégradation du lien humain aussi que ça peut opérer. Il y a la question effectivement de la gabegie en fait croissante que ça demande en termes de matière, d'eau, d'énergie. C'est vrai qu'on parle souvent du numérique comme de quelque chose d'immatériel, de dématérialisé, mais en réalité c'est des câbles transatlantiques, c'est des data centers qui sont climatisés et refroidis, et c'est du lithium pour les batteries, c'est des matériaux, des métaux qui sont on appelle notamment les métaux, les minerais vitamines du numérique, c'est-à-dire c'est ce qui permet, non pas le numérique de base, mais c'est ce qui permet d'avoir un usage du numérique aujourd'hui qui est instantané, hyper rapide, miniaturisé, etc. Et il se trouve que certains de ces minerais commencent à s'épuiser, c'est-à-dire que, en tout cas, les mines qui étaient les plus productives, c'est-à-dire dans lesquelles il y avait le plus fort taux de rendement de minerais par rapport à la roche produite, les plus accessibles, les plus productifs, ces mines commencent à s'épuiser, à fermer les unes après les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de minerais, mais ça veut dire qu'il devient de plus en plus compliqué et de plus en plus coûteux pour les entreprises extractivistes d'aller les chercher. Et en fait, moi, je suis toujours un peu surprise
que justement dans les milieux technocritiques, on s'inquiète beaucoup de l'escalade technologique et du fait qu'il y a de plus en plus de numérique, de plus en plus d'intelligence artificielle, etc. Jusqu'ici, je suis d'accord, je partage cette inquiétude qui me paraît très légitime, mais on s'interroge finalement assez peu sur qu'est-ce qui va se passer quand il y aura plus de lithium, de nickel, de cobalt, etc., etc. Or, il y a des personnes, il y a des organismes aujourd'hui qui s'intéressent de très près à cette question. C'est les gros organismes bancaires et d'assurance, et notamment de réassurance. L'industrie de la réassurance, c'est ceux qui assurent les assureurs. Voilà, pour vous le dire, c'est du très très gros en termes de budget et de culture du risque. Et ce sont aujourd'hui ces organismes-là qui commandent des études, des rapports d'experts sur justement les risques de pénurie et les estimations de combien de temps reste-t-il ou combien d'usages reste-t-il avant qu'on soit arrivé au bout de ce qu'on pouvait extraire pour faire tourner justement l'industrie du numérique. Et les rapports sont vraiment intéressants à aller regarder, parce que même si c'est très difficile de donner évidemment des dates précises, parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte, parce que certains de ces minerais sont des coproduits d'extraction d'autres minerais, la question du coût pour aller les extraire, du coût acceptable, elle dépend des usages et de quelles sont les industries qui sont prêtes à acheter et à quel prix. Donc il y a énormément de facteurs. Donc c'est très difficile à dire, mais en tout cas, aucun de ces rapports n'a l'air de trouver ça délirant de se poser la question dans les 10-15 ans qui viennent, de commencer à réfléchir à des pénuries possibles. Or, aujourd'hui, il y a les écrans individuels, qui est la partie la plus visible du numérique, mais en réalité, toutes les infrastructures, tous les réseaux qui existent, que ce soit les réseaux de distribution d'eau, que ce soit les réseaux de distribution d'électricité, et que ce soit aussi les réseaux qui gèrent la circulation des trains, par exemple, tout ça est piloté par le numérique. Donc en fait, juste à un moment donné, mais comme dans beaucoup de domaines, on parle de ressources finies, qu'on est en train d'extraire comme si elles étaient infinies sans se poser la question de la fin. Mais en réalité, il ne va pas y avoir suffisamment de ressources pour aujourd'hui tous les usages qui en sont faits. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait déjà aujourd'hui, en fait, au lieu d'être en train de faire cette conférence, on devrait être en débat public comme tous les villages et toutes les villes de France pour savoir quels sont les usages qu'on privilégie en matière de numérique. Est-ce qu'on veut continuer à avoir des réseaux de distribution d'eau potable, d'électricité, etc. qui fonctionnent ? Ou est-ce qu'on veut pouvoir... Pardon, je vais faire une question vraiment hyper orientée et pas du tout sous forme de question. Ou est-ce qu'on veut pouvoir continuer à regarder des vidéos en streaming dans le TGV, quoi, ou d'avoir des choses aussi importantes que des dispositifs de reconnaissance faciale pour distributeurs de croquettes pour chats. Parce que ça existe. Ça veut dire qu'en fait, à un moment, il y a des gens qui se mettent dans des entreprises autour d'une table et qui se disent « oui, on va mettre de l'argent et du temps pour développer ce genre de choses, quoi. » Donc en fait, c'est vraiment revenir à la question des usages. Et ça vaut aussi pour l'énergie, et ça vaut aussi pour l'eau, ça vaut pour tout, en fait. C'est aujourd'hui, on devrait être en train d'avoir un espèce de gigantesque débat public pour dire quels sont les usages qu'on veut prioriser sur tous ces éléments, toutes ces ressources naturelles qui commencent à manquer ou qui devraient manquer dans le cas de l'énergie et des énergies fossiles, parce qu'on sait qu'il faut juste arrêter en fait de les brûler, quoi. Donc, et pour toi, pourquoi on ne l'est pas encore ? Ça commence ? En débat sur ces questions-là, parce que pour le coup, ce débat-là à l'échelle nationale, il est vraiment pas du tout à l'ordre du jour. D'abord parce que je pense honnêtement qu'il y a un vrai déni sur ces questions-là. Et ça vaut pour tout le monde, parce que en réalité, vivre avec ça en permanence, c'est quand même hyper compliqué. Donc il y a une part de déni, mais précisément ça devrait être le rôle des politiques publiques
que d'organiser un cadre qui permette d'y faire face et de le gérer collectivement de bonne manière. Et économique, c'est qu'on sait très bien qu'il y a énormément de grandes entreprises aujourd'hui qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on consomme moins d'énergie et de numérique, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est une telle industrie et une telle source de croissance économique, notamment la question de l'intelligence artificielle, là, les prévisions de consommation à venir liées à l'intelligence artificielle sont complètement démentes. Viennent s'ajouter aux consommations liées à ce qui est appelé par les pouvoirs publics la transition énergétique, donc les véhicules électriques, etc. Et en fait, à aucun moment dans tout ça, on se pose la question de la finitude, et donc la question de, plutôt que d'ajouter de nouveaux usages, de réduire les usages inutiles, en fait, ou socialement injustes. Or, il y en a énormément. Ne serait-ce que, enfin voilà, je veux dire, pour mettre tout le monde à l'aise, on peut commencer par supprimer les écrans vidéo de publicité dans les gares, quoi. Voilà, enfin, je pense que c'est vraiment le truc qui manquera à personne, quoi. Merci beaucoup. Je vais garder un petit peu de... Ouais, on est dans les... pour un peu de temps pour les échanges. Avant ça, j'ai quand même une dernière question, justement par rapport à tout ça, toi qui n'es pas dans le déni et dans la lucidité, comment tu fais pour garder cet émerveillement dont tu parles? Ça, j'en ai... Enfin, bon, oui, ça traverse un peu les trois. Dans Plutôt couler en beauté, flotter sans grâce, je parlais de dignité du présent. En disant, en fait, parce que quand je l'écris, c'était l'été 2018 et c'était quand même des creux de vague, il y en a quelques-uns, mais en 2018, c'était quand même un creux très creux. Il y avait pas mal de choses, il y a quand même pas mal de choses depuis qui se sont mises en place justement en termes d'autogestion, d'alternatives, etc. 2018, le rapport de force était vraiment un peu douloureux. Et on était nombreuses et nombreux à être traversés par un sentiment vraiment de découragement et d'avoir l'impression que ce qu'on faisait ne servait à rien, en fait. Et ce truc, et j'ai beaucoup interrogé ce truc de faire quelque chose qui ne sert à rien. Et j'en suis arrivée au bout de ma réflexion au fait que ça servait au moins à se sentir digne et debout et juste. Et du coup, je me suis dit, en fait, même quand les victoires futures semblent de plus en plus hypothétiques, c'est important de se rappeler que quand on s'engage dans une cause, on ne le fait pas parce qu'on pense qu'on va être victorieux à la fin. On le fait simplement parce que c'est juste, c'est ce qui semble juste et digne à faire à un moment donné, quoi. Et donc c'est vraiment cette notion de dignité du présent qui, très honnêtement, moi, continue à vraiment me porter dans les moments de découragement. Et après, alors que nous irons trouver la beauté ailleurs, je parle, et puis dans le dernier aussi, je parle beaucoup de justement comment en fait on apprend à naviguer entre inquiétude et émerveillement, c'est-à-dire à passer et à s'autoriser à passer de moments d'inquiétude, de gravité, de lucidité un peu douloureuse et un peu pesante, à des moments d'émerveillement qui peuvent paraître un peu futiles, légers, romantiques, que sais-je, mais qui en réalité, plus ça va et plus moi j'ai l'impression que ces petits moments d'émerveillement et d'accès à la beauté, et d'aller trouver, d'aller repérer des minuscules insignifiants dans les interstices, d'aller vraiment chercher la beauté avec les dents, comme dirait l'autre, c'est à quel point c'est de moins en moins dérisoire en réalité. Enfin, en fait, juste, on a toutes et tous besoin de ça aussi pour tenir, et aussi parce que cette beauté qui est encore là, c'est pour ça qu'on se bat en fait. Donc c'est bien quand même de temps en temps de prendre le temps de la voir et de se laisser affecter au sens positif du terme par cette beauté qui peut évidemment prendre plein de formes différentes selon les uns et les autres. Mais voilà, et donc de s'autoriser à naviguer entre les deux, parce que je l'écris aussi dans Alors nous avons trouvé la beauté ailleurs.
il y a des moments en fait où on se sent presque pas autorisé à s'émerveiller ou à avoir des moments de joie, des moments de bonheur, de rire, tellement on a l'impression que c'est indécent par rapport à l'état du monde qui nous entoure. Je crois que c'est une erreur. Je crois qu'il y a de plus en plus presque un acte de résistance aujourd'hui à partager en fait des moments de joie et d'émerveillement. Je crois qu'on en a besoin, je crois que c'est pas indécent tant qu'on sait pourquoi on le fait, avec qui on le fait et dans quel cadre. Et que si on se prive de ça, alors franchement là ça va devenir difficile, quoi. Merci beaucoup Corinne Morel-Darleux. Alors on va passer aux questions. Et je voulais juste préciser effectivement que tous les livres sont disponibles quand vous allez vous passer l'accueil et vous avez l'espace intérieur, il y a un espace librairie. Et tous les livres de Corinne sont disponibles, ils sont vraiment super, il y a toutes ces idées-là, on les traverse. Et il y a peut-être la sauvagière aussi également, donc il y a alors nous irons trouver la beauté ailleurs, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, et du fond des océans les montagnes sont plus grandes. Et voilà, tous les trois traversent un peu ce qui se dit, mais dans le détail. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut aller lire soi-même pour aller découvrir, parce que les titres sont très percutants. Ah, il y a Oui, ça va, oui. Et juste en attendant que ça fonctionne, du coup, on s'est dit qu'on pouvait commencer par ici. Ah, voilà. Alors, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et en même temps qui était quelque chose de génial, c'était notre adaptabilité. Nous, en tant qu'êtres humains, ça nous a sauvés autrefois, l'histoire, etc. Et là, moi, je crois que c'est notre frein maximal. Parce qu'on s'adapte à tout. On est comme la grenouille qu'on met dans l'eau froide et puis on allume le gaz dessous. Et elle ne sautera pas, hein, elle va se faire cuire. Parce que là, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous et qu'on est là tranquille, en train de vaquer à nos occupations, voilà. Et quand tu as proposé des alternatives, moi j'essaie de le faire. Et c'est vrai que c'est difficile d'agréger les gens pour partir sur autre chose, sur une préfiguration, comme vous dites. Moi je crois beaucoup à la décroissance, vous l'abordez sans la nommer. Mais je crois que c'est elle qui nous sortira d'affaire. Et vous avez parlé du Rojava, bravo les femmes du Rojava, et bravo aussi les femmes du Chiapas. C'est la même chose. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet espace d'échange, c'était vraiment intéressant, ça fait bien. Ma question, c'était autour de l'idée de cette voie médiane, des doubles pouvoirs, que je trouve très intéressant. Mais j'ai aussi lu quelques initiatives en Amérique latine où ils sont optés par ces voies médianes, mais ils se sont très vite, j'étais confrontée très rapidement au fait qu'ils avaient besoin quand même de la validation de l'État pour rendre visible et donner une validité à ces initiatives. Donc ils se sont trouvés coincés quand même, et ils prenaient plutôt l'idée de s'en passer de l'État et d'avancer sans l'État pour pouvoir vraiment ouvrir les possibilités et pas être à chaque fois confronté à ces problèmes de validation. Donc je voudrais savoir comment faire dans cette voie médiane. Alors peut-être pour commencer à répondre à ces deux premières interventions, d'abord j'ai aucun problème à parler de décroissance. Moi je viens au tout départ, je suis arrivée en politique par les milieux de l'écologie radicale et de la décroissance, et je continue à penser que
C'est le mouvement de pensée aujourd'hui le plus stimulant, le plus enthousiasmant et le plus prometteur pour la suite de nos aventures humaines sur Terre. Et je partage ce risque de s'adapter à tout, qui d'ailleurs est à l'origine d'une pensée critique sur les questions de résilience, etc. C'est-à-dire de dire en fait, voilà, il faut commencer à penser en termes de résilience, il faut commencer à penser en termes d'adaptation. D'ailleurs, de toute manière, c'est ce qu'on commence à faire, de fait, à s'adapter à des conditions climatiques avec des aléas parfois extrêmes, etc. Mais que ça ne doit pas être une manière de se résigner ou d'accepter ce contre quoi il faut continuer à lutter. Bon, voilà, donc du coup, je suis juste d'accord avec ça. Après, sur la question du double pouvoir et de l'État comme obstacle, en fait, dans la pensée, notamment de Murray Bookchin, qui a pas mal écrit sur toutes ces questions-là, et notamment sur le double pouvoir, il y a vraiment, en fait, ce moment de vase communicant dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment la phase de transition, en fait. C'est pas l'objectif à terme, et bien, en effet, de se passer de l'État. Donc, en général, c'est plutôt présenté comme la phase de transition. Après, très honnêtement, moi, je crois que c'est aujourd'hui très difficile de faire des plans stratégiques à 10, 15, 20, 30, 50 ans. La période, on est rentré dans une phase avec tellement d'incertitudes, avec tellement d'événements qui nous prennent de court, que ce soit au niveau électoral, je veux dire là, la réélection de Donald Trump est quand même, l'élection puis la réélection de Donald Trump sont quand même des accélérateurs de chaos à plein de niveaux différents et beaucoup plus profonds que la seule présidence des États-Unis d'Amérique, mais y compris sur ce que ça génère dans la société en matière de vannes ouvertes au mensonge, à la mauvaise foi, à l'explosion de toutes les règles internationales, l'explosion ça explose en réalité beaucoup de choses, et je pense que c'est vraiment un tournant un peu historique qu'on est en train de vivre sur ces questions-là. Il y a eu la pandémie, je crois vraiment qu'on rentre dans une ère de grande incertitude sur les questions écologiques. En fait, il y a plein de scientifiques aujourd'hui qui disent que on va vers des points de bascule au-delà desquels c'est très difficile aujourd'hui de modéliser ce qui va se passer en termes de climat, mais aussi en termes d'alimentation, de plein de choses. Et du coup, moi j'ai de plus en plus de mal avec cet exercice de stratégie à long terme, quoi. J'ai l'impression qu'on est un peu obligé de naviguer à vue et d'avancer petit à petit. En tout cas, personnellement, je suis incapable de me projeter sur des stratégies politiques à 15 ans, quoi. Donc j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça, mais il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas, tout ce qui nous permet d'apprendre à nous organiser collectivement, tout ce qui nous permet de nous réapproprier des savoirs. On parlait tout à l'heure des chantiers de reprise de savoir qui ont lieu un peu partout maintenant en France et qui ont lieu ici même avec les ateliers, c'est-à-dire réapprendre à faire des choses qui ne dépendent pas justement du numérique, etc., à faire par soi-même, collectivement. Tout ce qui va dans le sens finalement de l'autonomie politique et matérielle, dont parlait aussi Geneviève ce matin, me paraît être la meilleure manière d'être sûr d'aller dans le bon sens. Et que quoi qu'il arrive dans les mois et les années à venir, ça ce sera jamais perdu, quoi. Donc voilà, c'est une approche plutôt pragmatique. Peut-être dans un monde idéal, j'aurais d'autres choses à dire, mais dans ce monde-là, c'est ce qui me semble le plus
sûr, tout en étant le plus source de satisfaction. Parce que quand même, il faut quand même redire que faire des choses par soi-même et apprendre à faire des choses, moi, pour tout vous dire, avant d'arriver ici, moi j'ai passé la semaine sur un chantier écoféministe où j'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait du mortier, j'ai monté des murs de briques, j'ai fait du ponçage, j'ai manipulé des trucs que j'avais jamais manipulés avant. Et ben franchement, quelle punaise de satisfaction de me sentir moins lourde et de savoir faire du mortier et des briques, quoi. C'est un vrai plaisir, quoi. Je veux dire, j'y suis pas allée en me disant « Ah, demain il y aura peut-être plus de je sais pas quoi, il faut que j'apprenne ». Non, enfin, c'est pas ça la démarche, quoi. En fait, c'était juste génial et hyper joyeux d'être entre nanas avec des perfos et des perceuses et du mortier et d'apprendre à faire ça ensemble, c'était vraiment génial. Oui, tout d'abord, merci madame. Vous me rappelez ma jeunesse, donc ça fait toujours plaisir. Et puis, vous avez soulevé le fait que l'humour et la joie sont des outils de résistance. Oui, alors ça, ô combien, parce que l'humour permet de prendre de la distance, justement par rapport à l'événement. Vous avez parlé de la suppression de l'État. Alors ça, moi, j'y avais pas pensé du tout. C'est une bonne idée. Mais par contre, je m'interrogeais davantage sur la disparition de l'humanité. On est en bonne voie. Moi, il me semble, hein, parce qu'on ne fait plus d'enfants. Bon, je ne le regrette pas, hein, mais voilà, il semblerait quand même qu'on soit sur cette voie-là. Donc, quel est votre avis sur la question ? Personnellement, je ne souhaite pas la disparition de l'humanité, et je le dis parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent que ce serait une solution. C'est pas ma position. Mais de fait, l'humanité n'est pas en train de se donner les meilleures chances pour pouvoir continuer à vivre bien dignement, toutes et tous, sur cette planète. Bon, je ne sais pas si ça a déjà été le cas, à vrai dire, dans l'histoire de l'humanité. J'ai l'impression qu'elle a quand même toujours été très émaillée de systèmes d'oppression et d'inégalité. Mais en tout cas, moi, je ne conçois pas mon engagement autrement que comme la poursuite de cette utopie, en fait, de vivre dignement toutes et tous en respectant la planète qui nous permet de le faire, quoi. Alors ça a évidemment un caractère utopique, mais en même temps j'ai l'impression que c'est ce qui, en tout cas moi, me permet de rester justement humaine au sens le plus noble du terme. J'ai une question sur laquelle je veux bien votre point de vue, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une partie de ce qui se dit où on oppose frontalement une politique d'État avec une politique citoyenne locale. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de cas où l'État fait peut-être plus son rôle de soutenir des exemples et que quand on génère des exemples qui doivent être des exemples faits juste entre citoyens ou dans une collectivité locale qui peut être étatique ou non, ça devient un exemple qui est pris dans les politiques plus globales et qui du coup peut être implémenté ailleurs. Et que ça existe du bas vers le haut, aussi du milieu avec des politiques qui sont dites par exemple à l'échelle de l'Europe où on dit on va être en bon état écologique sans du tout avoir d'idée de comment c'est faisable, que les politiques étatiques qui essaient de le faire ne marche pas, parce qu'on n'a pas d'idée de feuille de route réaliste qui permettent de le faire, mais que des exemples d'un niveau peuvent être repris à terme dans des politiques d'État. Et que donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas quelque chose d'aussi peu pour eux, et que les politiques citoyennes peuvent être implémentées à niveau étatique, et vice-versa. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça ? Idéalement, ça serait le cas, effectivement.
idéalement, on aurait des initiatives locales, citoyennes, qui émanent du terrain, un système de repérage par les institutions, et puis après l'étude, des systèmes de généralisation ou des systèmes budgétaires ou législatifs qui permettent de généraliser et de développer ce qui a bien fonctionné quelque part, un peu partout sur le territoire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui... alors, on peut sans doute trouver quelques exemples, mais qui vont être des exceptions à la règle. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que fonctionne l'institution. Après, ça me permet quand même de dire que, évidemment, dans un échange comme celui qu'on a aujourd'hui, parfois je vais aller au plus court ou être un peu caricatural dans mon propos pour faire passer des idées et les illustrer et essayer de me faire comprendre rapidement parce qu'on n'a pas un temps infini. Il y a sans doute, il y a beaucoup de choses qui seraient à nuancer et peut-être à complexifier un peu. Les choses ne sont jamais si manichéennes que ça. Pour le coup, c'est ce que j'essaye de faire justement dans mes livres, d'apporter de la complexité. Mais en tout état de cause, je crois que même en raccourcissant un peu mon propos là à l'oral pour les besoins de l'échange, je reste assez fidèle à ce que je souhaite dire. Et aujourd'hui, pour moi, l'État ne remplit pas la fonction qu'il devrait remplir. Et pire que ça, c'est qu'en fait, il continue, malgré toutes les alertes des scientifiques, des chercheurs, des citoyens, malgré toutes les alertes dans tous les domaines, il continue à mener une politique qui est une politique de saccage. Je veux dire, l'état de l'hôpital public en France est un scandale. C'est un scandale. C'est une honte, quoi. La loi du plomb, je veux dire, et comme ça, on en a toutes et tous à citer à l'appel. Et sur la question de l'écologie, c'est terrifiant, en fait. Je suis totalement d'accord avec vous. Il y a des sujets en gestion de l'eau, je vous connais un peu, j'ai l'impression qu'en fait, là où ça marche, ces voies d'en bas et ces voies étatiques qui se croisent à quelque chose de souhaitable, ça marche quand il y a assez peu d'enjeux de pouvoir ou d'enjeux de concentration de richesse. Et là, ça peut marcher plutôt bien. Et que dans les autres cas, ça marche assez mal. Oui, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans un système où il y a quand même de moins en moins d'endroits où il n'y a pas d'enjeu, soit de pouvoir, soit d'argent. Et donc, cet espace du possible, malheureusement, il se rétrécit aussi à mesure que le pouvoir et l'argent continuent à progresser et ils continuent à progresser. Alors évidemment, quand ceux qui nous gouvernent sont des milliardaires qui achètent aussi la désinformation qu'on nous répand, je ne sais pas si avec nos utopies de reconstruction, de reprise en main, de réapprentissage, est-ce qu'on va réellement arriver à s'en sortir ou est-ce qu'il faut la révolte ? Le truc, c'est que moi, je ne sais pas en fait de quoi vous parlez quand on dit révolte, on parle de quoi en fait ? On parle de quoi ? Parce que on a eu le mouvement contre la réforme des retraites, on a eu les Gilets jaunes, on a eu le Bloc Autour plus récemment. La révolte, elle est là. Les mouvements qui tentent de la rendre matérielle, visible, audible, ils sont là. Mais on a aussi une évolution du système de pouvoir qui rend ça de plus en plus compliqué. On a parlé de la répression tout à l'heure. Et on a, je crois, une évolution de la notion même de rapport de force qui doit nous questionner, en fait. Pendant très longtemps, la gauche ouvrière, syndicaliste,
a obtenu de grandes victoires au siècle dernier par un rapport de force qui passait par la culture du nombre. C'est-à-dire, basiquement, le fait d'être le plus nombreux possible au même endroit, avec les mêmes revendications, pour peser et imposer des revendications à l'institution dans laquelle était en face, quoi. Que ce soit un ministre, un préfet, un maire, un conseil départemental, etc. Moi, je fais l'hypothèse, et je la pose dans Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, que cette vision-là du rapport de force et de l'action revendicative, aujourd'hui est en train de prendre fin, ne fonctionne plus. Pour tout un tas de raisons, mais aujourd'hui, clairement, en tout cas là, les derniers grands mouvements qu'on a eus qui misaient sur le nombre et sur la revendication n'ont pas abouti. Et il me semble, moi, qu'on aurait tout intérêt, tactiquement, à commencer à prendre ça en compte et à réfléchir à passer d'actions revendicatives à des actions que j'appelle performatives. C'est-à-dire des actions qui n'ont pas pour but d'être reprises en termes de communication dans les médias, qui n'ont pas pour but de sensibiliser, qui n'ont pas pour but de poser une revendication, mais qui contiennent leur but dans leur propre réalisation. Je vais prendre un exemple que j'aime bien. C'est un exemple qui m'a été relaté des quartiers nord de Marseille, où des riverains demandaient depuis des mois, des années, un ralentisseur devant une école. Parce que les voitures passaient à toute vitesse, et le ralentisseur ne venait pas. Et un jour, ils en ont eu marre d'attendre, et ils ont fini par s'organiser entre eux. Ils ont acheté des gros pots de peinture de sol, et ils ont peint des zébras devant l'école. Ça, pour moi, c'est un exemple typique de passer de action revendicative à une action performative. C'est pas possible dans tous les cas, c'est pas possible sur tous les sujets, mais je suis intimement convaincue qu'il y a des choses sur lesquelles on doit pouvoir s'organiser pour viser à aller vers des actions performatives. Donc c'est vraiment une réflexion en cours et c'est une hypothèse de travail que je pose. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de revendiquer, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manifester, mais au vu de la répression et de la manière dont le pouvoir n'entend plus, y compris le résultat des urnes, quand même, je le rappelle, je me dis que là, il va falloir commencer à réfléchir un peu différemment nous aussi, quoi. Et donc, voilà, c'est une hypothèse de travail que je mets en partage, qui a besoin d'être malaxée, d'être testée, mais en tout cas, voilà, je crois qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça, d'un point de vue stratégique. Moi, je voudrais vous parler d'une expérience qui est dans le Lot-et-Garonne, d'un collectif qui s'appelle Terra, et qui est justement en plein dans ce que vous dites, dans la mesure où il n'y a pas de revendication, mais il y a une organisation sur un collectif qui concerne à peu près maintenant 150 personnes qui habitent une zone qui a été déclarée comme à revitaliser. Et donc ce collectif est organisé en plusieurs cellules de travail sur le territoire, sur la terre, sur la monnaie locale, qui est leur outil de jonction, qui fait que tous les petits collectifs du coin se sont rassemblés en nourrissant l'abeille. Et à partir de là, ils obtiennent de l'argent, du financement de la DME. Donc il y a quelques trucs à grappiller au niveau de l'État, mais ils ne sont pas à la merci de l'État pour pouvoir financer leur travail. Et ce qui est très intéressant, je vous invite à aller voir sur Internet, donc je vous rappelle, il s'appelle Terra. Et ce qui était intéressant, si vous voulez, c'est qu'ils ne se sont pas imposés dans un lieu, ils ont gagné petit à petit la confiance des gens, les uns après les autres, des collectifs qui existaient déjà. Il n'y a pas de centralisation. Le seul objet qui est véritablement entendu par tout le monde, c'est cette monnaie locale qui permet de ne pas continuer à alimenter l'hydre des banques et des choses comme ça, qui donne
donne une grande force à ce qu'on peut faire, qui va nourrir à chaque fois. Moi, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau de l'humain, au niveau de nos rapports avec l'autre, il y a tout. Mais voilà, je vous invite à aller le voir sur Internet et puis peut-être d'aller les visiter parce qu'ils font des visites, ils font aussi des formations pour les intéresser à leur outil de travail qui est créer une nouvelle économie.